Captain Max. Lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre. Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous et bienvenue pour ce 13e épisode du Podmax Comics. Aujourd'hui, j'ai décidé de couper ma pile de lecture en deux, parce que j'ai lu pas mal de choses, et avec le montage de ma vidéo « Je suis », que j'ai terminé, je n'ai pas eu le temps d'écrire du podcast. Du coup, pour ne pas sortir un seul épisode d'1 heure qui serait sorti dans un mois, voire plus, j'ai préféré vous parler que de 5 titres pour cette émission, et le reste pour la suivante. Aujourd'hui, on va donc traiter de Batman Absolute tome 1, X-Manowar Invaincu, Le Studio, TMNT Reborn tome 4, et enfin on terminera avec Rick and Morty, Maudit Milkshake, partie 2. Un programme bien dense entre super-héros réinventés, science-fiction gothique, horreur cinématographique, tortue en voie de disparition et dieu farfelu. Que vous m'écoutiez depuis votre Batmobile, avec votre casque d'armure alien sur les oreilles, planqué dans le studio de votre boulot, ou bien simplement chez vous, posé dans votre petite carapace, je vous souhaite une bonne écoute, et c'est parti pour le Podmax Comics, épisode 13. Lancé en 2024, l'univers Absolute est la toute nouvelle continuité imaginée par DC Comics. Oui, encore un redémarrage. DC est une vieille machine qui a tendance à beaucoup caler. Pour rappel, en 2012, c'est un reboot après le Flashpoint avec l'ère New 52. Rebirth en 2016, Infinite en 2021, et maintenant Absolute. Mais cette fois, c'est un peu différent. L'univers Absolute fait en réalité partie d'une nouvelle ère plus large, baptisée DC All-In, qui regroupe deux continuités. DC Prime d'un côté, une continuité classique et lumineuse sur Terre Zéro, et de l'autre côté, DC Absolute, qui se déroule dans un monde alternatif et plus sombre du nom de Terre Alpha. Et pour une fois, Urban Comics a eu la bonne idée de rendre tout ça visuellement lisible. Les comics de la gamme Absolute auront des dos colorés, rouge pour Wonder Woman, bleu pour Superman, et un mélange de gris, vert, bleu pour Batman. Quant à la gamme Prime, elle passe à un design sobre, tout en blanc. Oui, Urban a mis un peu de couleur dans ses comics tout noirs. Mais revenons à Terre Alpha. Ce nouveau monde est plus sombre, plus brut, et il serait né, apparemment, de l'énergie de Darkseid. Ici, les héros que l'on connaissait sont totalement réinventés et sont dépouillés de leurs privilèges, ramenés à l'essentiel. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de tout l'univers Absolute aujourd'hui. Je n'ai pas encore lu celui de Superman, ni même celui de Wonder Woman, que l'on m'a pourtant fortement recommandé. Aujourd'hui, je vais simplement me concentrer sur ce que j'ai lu, soit le Absolute Batman tome 1, Le Zoo, par Scott Snyder. Et oui, après avoir écrit une centaine d'issues Batman, Snyder est de retour plus motivé que jamais. Et pour preuve, je vais simplement citer ces mots qui figurent dans l'introduction de ce tome. L'univers Absolute est un territoire inexploré, surprenant, chaotique, sauvage, dangereux et follement amusant. C'est un endroit où les héros sont des outsiders, où tout joue contre eux, et où ils doivent briller d'autant plus fort et être des combattants. Je veux simplement que les lecteurs ouvrent le livre et pénètrent dans cette nouvelle Gotham, choquante, sans savoir ce qui les attend. Parce que ce qui les attend, c'est un Batman comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Un outsiders, un guerrier. Et il disait vrai, car ce Batman est très différent de celui que l'on connaît. Fini le riche héritier avec son majordome, son manoir et sa Batcave. Bruce Wayne est un jeune homme vivant dans les quartiers défavorisés de Gotham, et travaillant en tant qu'ingénieur dans le bâtiment. Enfant, il a connu l'horreur avec la perte de son père, un professeur d'école lors d'une fusillade, ce qui ne change pas beaucoup, afin de justifier le fait qu'il soit devenu le Chevalier Noir. Toujours aussi cérébral, et cependant encore plus musclé que jamais, il est armé d'un costume et d'un équipement basé sur les chauves-souris, faisant aussi penser à une sorte de symbiote mécanique. Et avec Snyder, Bigger is better. Batman est plus massif, ses attaques plus violentes, ses armes plus létales, et sa Batmobile, plus impressionnante encore que l'espèce de tank de Miller dans Dark Knight Returns, et de Zack Snyder dans Justice League. Et malgré le fait que j'étais plutôt réticent à lire ce Batman, car je n'avais pas spécialement envie de me relancer à nouveau dans un reboot de chez DC, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome 1. Seul petit bémol, pour moi, le personnage d'Alfred, qui est un agent spécial du MI6 qui, pour l'instant, manque pas mal de profondeur et d'intérêt. Il fait un peu quasi chausse-pied. Et aussi, le premier vilain que doit affronter Batman n'est pas incroyable non plus, puisque c'est Black Mask. Il est remanié et intéressant à découvrir, c'est vrai, mais bon, ça reste Black Mask. Et j'ai très hâte de découvrir les nouvelles versions des plus grands rivaux du Chevalier de Gotham. Ça, j'espère que ça arrivera par la suite.
Un comics disponible donc en français chez Urban Comics, que je vous invite grandement à lire, que vous soyez un habitant de longue date de Gotham, ou bien un tout nouvel arrivant. Mais maintenant que je vous ai parlé de mon personnage préféré de chez DC Comics, je vais vous parler de mon petit chouchou de chez Valiant, avec X-O Manowar, Invaincu. Lorsque j'ai découvert l'univers de Valiant avec l'éditeur français Bliss Comics, j'ai tout de suite été attiré par X-O Manowar, grâce à son concept fort intéressant. Aric de Dacie est un guerrier wisigothe datant de l'an 400, luttant chaque jour contre l'invasion romaine. Non, rien à voir avec mon épisode spécial précédent sur Astérix. Mais un jour, il est enlevé par une race extraterrestre afin de servir d'esclave. Mais celui-ci réussit à s'enfuir en s'emparant d'une armure vivante nommée Shannara, que seuls les élus peuvent porter. Mais à son retour sur Terre, dû à un effet de dilatation temporelle, il se retrouve dans notre monde moderne et devient alors un super guerrier servant de protecteur à la planète Terre. Tout ça, c'est le run disponible dans les 3 premières intégrales publiées chez Bliss en 2017 et scénarisé par Robert Venditti. Par la suite, ce fut Matt Kindt qui proposa un incroyable space opéra à la John Carter on Mars avec notre Wisigothe qui décide de quitter la Terre pour vivre une vie plus paisible en tant que fermier sur une planète à l'autre bout de l'espace. Mais la guerre le rattrape très vite et il se retrouve à devoir se battre dans une guerre qui n'est absolument pas la sienne. Et après un très bon run très long par Venditti, soit plus de 2100 pages sur 3 tomes, puis un second moins long mais plus exceptionnel encore par Kindt, 600 pages, toujours en 3 tomes, c'est Dennis Hopeless, qui porte bien son nom du coup, puisqu'il m'a totalement désespéré avec son run. Dieu merci, bien plus court, 240 pages en 2 tomes, qui fait quasiment table rase des événements passés, avec un héros beaucoup moins profond et une histoire plus qu'anecdotique. Mais pour sa défense, c'était une époque très compliquée pour Valiant, avec rachat et compagnie, et on peut tout de même laisser au scénariste qu'il a anticipé la guerre en Ukraine dans son récit. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du run qui fait suite à cette catastrophe, soit X-O Manowar, Invaincu. Et vous comprenez bien que j'étais à la fois impatient et inquiet par cette lecture, scénarisée par 2 scénaristes que je ne connaissais absolument pas, soit Becky Clunan et Michael Conrad, mais surtout illustré par Liam Sharp, et son style très particulier. Son style est assez compliqué à décrire, ça a une forte influence de fantasy et de science-fiction, avec un style à la fois baroque et expressionniste. En fait, les planches sont très détaillées, très riches, avec des poses très héroïques et des anatomies divines, ce qui donne un côté héros mythologique à X-O Manowar. De plus, on ressent parfaitement l'ambiance oppressante et mystérieuse de l'espace froid et sombre, grâce à un ancrage très appuyé, où les quelques rayons de soleil flashy transpercent péniblement les ombres oppressantes de l'artiste. Et pourtant, malgré ce dessin parfaitement maîtrisé et en total raccord avec le récit, je ne vous cache pas que je suis cependant toujours nostalgique du travail parfait de Thomas Giorello sur la série de 2018. Ici, c'est un peu trop singulier, surtout pour les décors qui sont souvent abstraits, contrairement aux visages et à leurs expressions qui sont très réalistes. Du côté du récit, je suis plus que ravi, car celui-ci ignore totalement le run précédent pour être plus proche du chemin emprunté par Matt Kindt, avec cette fois-ci une histoire cosmique. Notre héros, alors en pleine introspection, se retrouve prisonnier d'un empire intergalactique fondé par les Romains. Retour aux sources pour notre Wisigothe, dans une bataille qui semble finalement plus proche d'un huis clos psychologique, avec un ennemi puissant et calculateur. Aric est affaibli, son armure ne tient plus qu'à un fil, et ses ennemis sont plutôt inhabituels, puisqu'il ne s'agit pas de simples monstres de muscles. Ils sont inquiétants, sournois, et tels des rapaces, ils préfèrent attendre dans l'ombre que notre héros s'écroule pour s'en prendre à lui au moment où il sera le plus faible, ce qui offre une belle tension lecteur tout du long du récit. En bref, j'ai beaucoup aimé cette histoire, et j'ai très hâte de lire la suite du nom de X-O Manowar, Invincible, toujours avec les mêmes scénaristes, mais avec un dessinateur un peu plus mainstream. Encore merci à Bliss qui nous permet à nous, petits français, de lire les aventures de Aric de Dacie. Du coup, restons chez le même éditeur, avec un comics tout aussi sombre, aussi bien visuellement que dans son histoire, avec le studio. Depuis quelque temps, Bliss s'est lancé dans la publication en VF du catalogue de Bad ID. Et c'est totalement naturel, puisque cette maison d'édition fut fondée par d'anciens membres de chez Valiant, qui ont quitté, ou ont été virés, de la maison d'édition après son rachat par l'entreprise chinoise DMG. Et ça tombait bien pour Bliss, puisque depuis son rachat post-Covid, Valiant tournait au ralenti, et sous assistance respiratoire. Et concernant les 3 titres que j'ai lus pour l'instant de chez Bad ID, c'est très positif, avec un sympathique Monster Skill Squad, un très bon Pirate Queen,
et un excellent L'île aux orques. Des comics dont je vous ai parlé en podcast dans l'épisode 4 pour Pirate Queen et dans le numéro 12 pour les deux autres. Et il y a quelques jours, j'ai découvert, pour ma plus grande surprise, le comics Le Studio de Lot en VO, qui sort de nulle part. Je n'avais absolument pas connaissance de ce comics, ni même d'une information concernant sa publication en VF par Bliss. Et le plus dingue, c'est que j'ai appris par la suite que ce scénario avait été sélectionné pour être adapté au cinéma par Akela Cooper, la scénariste du film Malignan de James Wan. Scénarisé par Marguerite Bennett, que vous connaissez peut-être pour le comics Animosity, et illustré par Renato Guedes, ce comics d'horreur vous plonge dans une histoire autour des secrets de l'industrie du cinéma hollywoodien des années 70. On suit alors Aviva Copeland, une jeune femme qui se retrouve à diriger un studio au bord de la faillite. Mais alors qu'elle s'efforce de maintenir l'entreprise, elle va faire la découverte d'une mystérieuse clé lui ouvrant les portes d'un ancien studio abandonné. Celui-ci cache un passé aux histoires terrifiantes à base d'automutilation, de suicides et plein de sang partout. Aviva va alors devoir affronter un mâle qu'elle a libéré par inadvertance et qui a bien prévu de rattraper ses 50 années perdues. Bien qu'assez classique dans sa narration, l'histoire est captivante et bien construite, mêlant parfaitement horreur et critique sociale, telles que les inégalités dans le monde du travail, la corruption et surtout les travers de l'industrie du cinéma. On n'est pas dans un récit d'horreur bête et méchant ayant pour seul but de choquer, pour divertir, non. Ici, c'est plus profond et plus réfléchi que ça, même si ce n'est évidemment pas fait de manière très subtile, mais c'est certainement fait exprès pour être sûr que les messages soient bien passés. Par contre, côté illustration, faut qu'on en parle. Renato Guedes est tout bonnement incroyable. C'est tellement réaliste que par moments, je me demande si l'artiste ne s'inspire pas, ne calque pas même, de véritables photos pour faire ses personnages. L'ombrage, la lumière, les proportions, les expressions, même les cheveux, tout est parfait. Et le fait que le récit soit intégralement en noir et blanc joue certainement, puisque la couleur peut porter défaut au réalisme si elle est mal faite. Mais franchement, rien que pour le visuel, faut y jeter un coup d'œil. Si vous êtes fan d'horreur, de cinéma de genre et de comics au style visuel atypique, alors ne passez pas à côté du studio, au risque de rater votre carrière de lecteur. Et pour rester dans l'horreur, non, j'abuse un petit peu là en vrai, mais je vais maintenant vous parler de ma lecture du tome 4 des Tortues Ninja Reborn. J'ai continué Teenage Mutant Ninja Turtle Reborn, malgré une série qui prenait l'eau à chaque tome, avec un tome 3 qui décroche sans effort la palme du naufrage. Avec ce tome 4, intitulé « Qui sème le vent », on sort un peu la tête de l'eau, mais on est toujours plus proche de la nage du petit chien qui mouline pour avancer que de celle de la tortue qui fend les courants avec assurance. L'histoire donne l'impression de stagner, tant elle manque d'enjeux forts et d'un véritable antagoniste pour faire monter la pression, puisque Sophie ne sait pas du tout quoi faire de ses méchants. Baxter Stockman reste vissé à son fauteuil, spammant la touche de son clavier, servant à balancer des vilains de 3ème zone sans grande conviction. Quant à Old Hob, censé tout de même être le grand Manitou du quartier mutant, il passe son temps planqué dans son repère, sans initiative ni réel impact, et donne plus l'impression de subir les événements que de les provoquer. Autant vous dire qu'en termes de menaces crédibles, on repassera. Et c'est normal, puisque le véritable méchant, pour Campbell, c'est la société elle-même, ou plus précisément, les structures sociales et politiques qui oppressent, divisent et marginalisent les communautés en difficulté, soit ici, les mutants. Old Hob est le révolutionnaire extrémiste, prêt à faire exploser toute la ville pour se faire entendre, là où Stockman symbolise l'autorité corrompue, celle qui ne fait rien, qui n'agit pas, qui laisse les plus pauvres s'appauvrir. Contrairement au run plus classique, où la violence est frontale et spectaculaire, ici, Campbell propose une réflexion sur la violence, la résistance des opprimés, et la difficulté à trouver un équilibre entre la lutte armée, qui est le mal, et la revendication pacifique, le bien, mais qui n'est pas très efficace. Mais tout ça, ça m'ennuie un peu. Le problème, ce n'est pas le message qui est légitime, mais une écriture peu subtile et moralisatrice. Cette maladresse finit par décrédibiliser un propos qui mériterait beaucoup plus de finesse. Je doute que quelqu'un peu réticent à ses idées se remette en question face à une écriture aussi lourde. Au contraire, cela risque plutôt de le braquer et de le renforcer dans ses idées. En bref, ce run n'est véritablement pas mauvais, mais je le dis encore une fois, il ne devrait pas faire partie de la série principale. Ça devrait être une série spin-off, puisque là, à ce niveau, c'est de la maltraitance animale pour nos tortues, qui réussissent tout juste à revenir au premier plan dans cet album, après 4 tomes. Et je vous parle même pas du retour tant attendu d'un antagoniste mythique de l'univers Tortue Ninja,
qui revient ici, plus fat que jamais dans un rôle sans intérêt. Cependant, je ne veux pas que la série s'arrête là pour la VF, car avec ce tome, on est au chapitre, issue 23 sur 50, et avec l'arrivée des albums La Destinée Secrète du Clan Foot et du soft reboot Retour à New York, qui sont tous deux plus loin dans la chronologie, j'ai bien peur que iComics laisse cette série inachevée, sans nous publier jusqu'à sa conclusion au tome 9. Je croise donc mes 3 doigts de tortue très très fort pour que la série aille jusqu'au bout et que la prochaine soit bien meilleure. Mais à en croire les premiers retours, ce sera le cas. Mais pour conclure, avec justement une conclusion, et toujours chez iComics, on part sur Rick and Morty, Maudit Melchek, partie 2. Ceux qui me suivent régulièrement l'auront peut-être remarqué, mais ce n'est pas la première fois que je vous parle de Rick and Morty dans ce podcast, et je le place toujours en fin d'épisode, puisque j'imagine que ce sujet touche un public de niche extrême, puisqu'il faut être lecteur comics, ce qui fait déjà pas grand monde, mais il faut en plus de ça être fan de la série animée d'origine. Donc autant vous dire qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui m'écoute et qui se trouve dans ce cas de figure. Ce tome 2, comme son sous-titre l'indique, est la suite et fin du second run de la série de comics. Et si le run précédent se composait de 60 issues, ici tout s'arrête après le 12e, ce qui peut paraître un peu léger en comparaison. On est plus proche d'une maxi-série que d'une série régulière. Et pourquoi ce choix de l'éditeur américain Onipress, me diriez-vous ? Eh bien, soit les ventes n'étaient pas suffisantes, soit au contraire, celles des mini-séries, et des maxi et des one-shots, se vendaient bien plus. Et ça ne m'étonnerait pas, puisqu'il y a quand même pas mal de Rick and Morty qui sortent à côté, Entre Rick and Morty versus Cthulhu, Donjons et Dragons, Kingdom Ball, Ricklemania et compagnie, vous avez de quoi faire avec la licence dans sa version BD. Mais du coup, de quoi parle ce tome ? Eh bien, suite à l'événement tragique de la chute du gigantesque Infinity Chien sur la ville, les habitants sont désespérés. Et que font-ils lorsqu'ils n'ont plus d'espoir ? Ils prient les dieux. Sauf que dans le monde déjanté d'Adult Swim, il existe un dieu pour tout besoin. Chaque peine et chaque explication dont l'homme ignore la réponse. Et ça va du dieu qui sert à faire pousser des légumes au dieu du curage donné. L'univers déjanté oblige. Le dieu de la pensée, Nunzumel, va alors profiter de son regain de pouvoir pour retourner sur Terre afin de se venger du plus grand déicide, Rick Sanchez. Rick doit alors affronter non seulement Nunzumel, mais aussi nombreuses de ses erreurs passées. Soit Jerry Smith, dans une version élue pour anéantir son beau-père, son redoutable adversaire intellectuel, le professeur Goldenfold, ainsi que sa nièce Noël, que Rick a séparée de Morty, mais aussi et surtout de tous les dieux qu'il a envoyés dans l'Anti-Hala, un univers d'antithèse satirique du Valhalla, peuplé de dieux déformés et absurdes. Ce tome explore alors une situation rarement vue dans la série. Et si Rick ne pouvait pas s'en sortir aussi facilement qu'à l'accoutumée ? Et si on le découvrait sous une nouvelle facette, vulnérable, chassé et doutant de lui-même ? C'est ce que cette seconde partie vous propose. Préparez-vous donc à un milkshake explosif d'absurde, de bastons interdimensionnels et de dialogues plus mortifiants que jamais. Un second tome que j'ai préféré au premier, puisque si j'avais eu du mal avec le début de la série, une fois lancée, elle trouve enfin son rythme. L'humour reste fidèle à l'esprit de la série, avec des dieux aussi improbables les uns que les autres, des situations complètement loufoques, dans un chaos sans fin. Visuellement, ça manque un peu de prise de risque, en restant très proche de ce que propose l'animé. J'aurais préféré un style qui se démarque, mais ça, ce n'est qu'un détail. Alors je sais qu'il y a beaucoup de retours négatifs au sujet de cette série, mais franchement, je comprends pas comment on peut déplaire à ce point aux fans, puisque ça ne trahit à aucun moment l'œuvre d'origine, si ce n'est que le format s'adapte forcément aux besoins et aux restrictions d'un comics. Ce comics est donc avant tout destiné aux fanatiques du duo déjanté, et pour les autres, ça mérite le coup d'œil, du moins si vous n'avez pas peur de sombrer dans la folie. Ok. Et bien voilà ce qui conclut cet épisode numéro 13. Et je m'en suis rendu compte il y a quelques jours seulement, mais le Podmax Comics a déjà 1 an, avec 18 épisodes disponibles. Puisque s'il y a 13 Podmax Comics, pour vous parler de mes lectures, j'ai l'émission Versus, pour faire lire des comics à des invités, avec 2 épisodes, et les chroniques spéciales, qui s'attardent sur un seul sujet, comme celle sur Wilson Nebula, Astérix, Frankenstein, ou bien encore Flash Gordon. Ça ressemble beaucoup plus à ce que je faisais en vidéo, en gros. En tout cas, j'espère que ce podcast vous plaît autant à vous qui l'écoutez, que moi à le produire. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, et si vous voulez même me soutenir financièrement, c'est possible sur Tipeee ou simplement
en faisant vos courses chez les amis de Comics Zone, en cliquant sur les liens d'affiliation disponibles sur l'article Substack qui accompagne ce podcast. Et avec le code MAKS, M-A-K-S, vous aurez même droit à un ex-libris Spawn ainsi qu'un marque-page Captain Max. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.